Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la vidéo sur la magie. Donc la magie en 1.5 version 2026, donc post 1.5, avec donc la magie de faction et les domaines signatures, avec bien sûr Maître Corbac. Maître Corbac, bonjour, on se retrouve pour une belle grosse vidéo si j'ose dire. Comment vas-tu mon cher ami ? Salut Phil, et écoute, ça va très très bien, j'espère que les gens qui nous regardent vont très bien aussi. Et ouais, il y a du boulot, il y a du boulot. Alors vous qui voyez cette vidéo dans YouTube, vous avez déjà la longueur totale. On va essayer de pas être trop long, mais je pense qu'on pourrait parler pendant facilement 6 heures. À ce point-là. Donc, on a essayé de préparer cette émission et on commence tout de suite par la magie WAG qui nous avait été réclamée à corps et à cri. Donc, pour vous dire comment ça va se passer, on va commencer par la magie WAG, puis ensuite tout ce qui est horde sauvage, les méchants, quoi, les bad guys. Ensuite, on va parler des good guys. Ensuite, on va parler de Kateb, parce qu'on ne sait pas trop où les situer. Hein. Moi, c'est des good guys. Ils bossent contre le chaos et ils emmerdent les elfes. C'est quand même la définition du mec gentil. Justement, moi, c'est la deuxième partie qui me gêne. Et ensuite, on va faire, bien sûr... les old guys. Et ensuite, on va faire les oubliés, n'est-ce pas ? Les oubliés, voilà. Les mal-aimés, les legacy qui viendront dans une troisième partie de cette vidéo. On se jette donc à corps et à cri dans la WAG. À cri, qu'est-ce que c'est bien trouvé ? Avec la magie WAG et le sort signature, le point de gore qui est passé de 9+, à 8+. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Et bien sûr, on va continuer nos systèmes de notation. Ouais, un petit sort d'assaillement, comme d'habitude. Voilà, un bon domaine, souvent un primaire un petit peu bizarre. Là, on est sur un sort d'assaillement, un petit peu comme la magie de bataille, qui est pas mauvais, mais il va vous demander de placer un gros gabarit directement contre le centre de l'unité contre qui vous êtes engagé. Autant vous dire que ça fait 2 pouces et demi, donc ça veut dire que par défaut, si ça bouge pas, vous allez souvent toucher des figurines amies, parce que en plus de cela, il va dévier de D3 plus 1 pouce, alors une chance sur 3 de faire un hit et de pas bouger, mais ça peut vraiment mal se mettre, et quand ça touche, c'est force 4, PA -1. Ouais, c'est bien. C'est pas mauvais, mais la déviation, elle fait mal. Déjà, de base, t'affrontes une unité qui est sur une seule ligne, t'as pas envie de le lancer, parce que mathématiquement, tu vas toucher plus de mecs à toi que de mecs en face. Donc voilà, Gore, ils sont taquins quand ils mettent des patates, on va pas se mentir. Combien d'étoiles pour toi ? Moi, je le mets à 1 étoile, parce que t'as plus souvent des gros packs que l'adversaire, et les lignes simples sont encore beaucoup présentes sur The Old World, donc je vois quasiment plus souvent faire le chaman faire plus de dégâts en sa défaveur qu'en faveur de l'orc et gobelin, quoi. Tout à fait, je mets aussi 1 seule étoile parce que en plus c'est le sort signature, on va pas se mentir, c'est vraiment pas un super bon sort. On passe à la suite avec le regard vindicatif. Ouais, tout à fait, un missile magique qui se lance à 8+, alors ça, heureusement, ils n'ont pas réduit la valeur de lancement. Portée 21 pouces, l'unité ennemie prend une touche force 7, PA damage D3 qui ignore les armures. Donc tu peux juste faire tes invus et les régènes. Et tu peux cibler une unité qui est engagée en combat. C'est clairement un tueur de monstres. Alors attention, c'est très très important. C'est un missile magique, un projectile magique, donc vous ne pouvez pas le lancer si vous êtes vous-même engagé au combat. Ça vous dit que vous pouvez cibler l'unité ennemie qui est engagée au combat, mais ça ne vous permet pas, si votre sorcier est engagé, de le lancer dans le combat, par exemple. Pour moi, c'est un 3 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu le joues, tes personnages solitaires, ils vont avoir du mal à se placer. Les monstres, ça fait des dégâts incroyables sur les monstres. Ouais. Vous allez les blesser la plupart du temps sur 3+, voire sur 2+. Des 3 PF, ça ignore, il a juste son invu et sa régène. Ouais, j'ai perdu un nombre de gorgons incroyable juste parce que ce petit chaman le regardait dans les yeux avec un air assuré. Donc non, un très très bon sort, pour moi c'est du 3 étoiles.
Pour moi aussi, c'est du 3 étoiles, d'autant plus que les chamans, les petits chamans gobelins notamment, ne sont pas chers du tout. Donc en gros, ça vous fait pour un peu plus cher qu'une baliste. Vous avez un truc qui peut faire vraiment très très mal et qui se balade et ainsi de suite. Donc et qui peut dissiper aussi, hein, bien sûr, parce que vous aurez votre petit magot. Donc, ouais, je trouve que c'est un 3 étoiles pour la flexibilité et parce que rien que le nom, il est cool, quoi. T'imagines le gobelin avec un regard vindicatif. Ah, je vois bien froncer les sourcils et le cerveau en face qui explose. Non, on est là. La main de Mork. Ou de Gork. Petit sort de transfert qui se lance à 7. Donc vous pouvez, vous allez prendre un personnage et vous allez le bouger de 2d6 pouces, mais vous devez le placer à plus de 3 pouces des d'unités adverses. Et si un double 1 est lancé, il va perdre 1 point de vie. Et ça précise bien que ça peut permettre à un personnage de quitter le corps à corps. C'est un bon sort. Ouais. C'est un bon sort qui va globalement souvent vous servir à protéger vos chamans, on va pas se mentir, parce que la main de Mork, si c'est du Morker, c'est du rusé, pas du brutal, contrairement au Gorker. C'est souvent fait pour quitter le corps à corps. Alors, il y a d'autres moments où on va le faire, c'est aussi quand vous avez un perso sur char et que il a loupé sa charge, il se retrouve dans une situation un peu pourrie, ça peut vous permettre de le replacer, de le reculer, etc. Bon, le problème, c'est que c'est très aléatoire et est-ce que c'est un bon sort ? L'énorme problème qu'il a, et ça on va le voir juste après, c'est que les primaires qui sont accessibles aux orques et aux gobelins sont très très forts. Donc malheureusement, ça va être un petit 1, même si on va pas se mentir, s'il était dans un autre domaine, ça serait un 2, voire un 3. Ah, alors toi tu mets 1 par rapport au fait qu'il est dans le domaine de la WAG, d'accord. Exactement. Moi je lui mettrais quand même un 2 intrinsèque, parce que c'est quand même extrêmement fort. Je veux dire par là que... Parfois on va avoir mis un objet magique par exemple, ou on va avoir mis quelque chose sur son petit gobelin, enfin sur son chaman ou quoi que ce soit, et quand même pouvoir lui sauver la vie. On va pas se mentir, un chaman gobelin au clos c'est presque aussi nul qu'un elfe, quoi, tu vois. donc j'y mettrais 2, moi. J'y mettrais 2, parce qu'il est quand même vachement facile à lancer en plus. Ouais. Il a une bonne portée. Le gros défaut, en début de version, il était très intéressant, parce qu'en fait, ça te permettait d'avoir ton sorcier dans ton pack, tu faisais ta charge, et en fait, tu t'en barrais. Et en fait, ils ont mis que tu peux, à cause de la marche entre les mondes, tu ne peux plus lancer un sort de transfert, donc de conveyance, à partir du moment où tu as chargé le même tour. Ce qui fait qu'il faut un deuxième sorcier, souvent pour protéger un sorcier qui a chargé dans son pack, etc. Donc il a perdu un petit peu de polyvalence par rapport au début de version. Voilà. C'est ce qui fait que pour moi, je le mets en 1. Mais encore une fois, il serait dans un autre domaine qui a moins de sorts comparatifs. Ça serait un 2 voire un 3. Alors on passe au lever de la mauvaise lune. Ouais, une malédiction qui se lance très facilement, malheureusement, sur un 10. Je dis très facilement parce que vous allez mettre tous les bonus possibles et inimaginables pour arriver à le placer, celui-là. L'unité ennemie, donc à 15 pouces, va perdre D3 en CC et en initiative. Ouais, voilà. Vous allez vous faire toucher sur du 3+, par du gobelin. Clairement, un très 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 bon sort. Les paliers de CC d'initiative jouent beaucoup. Ça serait un 2 étoiles pour moi parce qu'il se lance à 10. On va pas se mentir, mais qu'est-ce que c'est fort quand tu commences à cumuler celui-là plus l'autre primaire, les nuisances. Donc j'ai plus le nom en français, mais on en parlera juste après. Qui te réduit aussi ton endurance, etc. Voilà, ton unité devient prenable. Même ton unité d'élite maintenant peut se faire casser la gueule par des gobelins. Donc vraiment un très très bon sort. Heureusement qu'il se lance à 10. J'ai connu ça. Effectivement, quand il commence à le lancer, ton adversaire, tu dis ouais ça va, sur 10. Il vient de faire un 11. Ok, bon, je vais le dissiper. Eh ben non, je le dissipe pas. Et là, le D3 qui se transforme en -3 en capacité de combat, -3 en initiative. Tiens, j'ai des maîtres des épées, ils ont CC3. Initiative, du coup ils auront ça change beaucoup de choses. On va pas se mentir, ça change beaucoup de choses. Ça peut faire sauter n'importe quelle unité d'élite, tu l'as dit. Donc 2 étoiles parce que Maléfice, parce que ceci, parce que cela, mais 2 étoiles. Ouais.
Je suis d'accord. On est assez d'accord là sur les peaux vertes pour l'instant. C'est surprenant. Je pense qu'on les déteste tous les deux, ça joue. L'éclat du soleil maléfique. Ouais, les Vincent Sunshine, un enchantement qui se lance à 9 sur le lanceur. Donc on vous rappelle, si c'est portée lanceur, vous pouvez le lancer même si votre magot est engagé. Toutes les unités qui sont à portée de commandement peuvent relancer les as pour toucher et augmentent la pénétration d'armure de leurs armes de 1 point. C'est très fort, franchement. Très 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 fort. Très très fort. Très fort dans des gunlines de tir, très fort dans des armées de corps à corps. On vous rappelle, la portée de commandement, c'est votre valeur de commandement, alors qui peut être modifiée. Donc si vous avez un commandement de 6, mais que vous avez 3 rangs, parce que vous êtes dans des packs de gobelins de la nuit, vous allez avoir un commandement 9, donc ça fait une bulle de 9. Si vous êtes général aux grandes bannières, c'est 12. Si vous êtes général aux grandes bannières sur une grande cible, au hasard, une Arachnarok, ça devient 18 pouces. Autant vous dire que ça vous fait des bulles de relance et de fiabilisation qui sont incroyables. Pour moi, c'est un énorme 3 sur 3. Ouais, complètement. Pour tout ce que tu viens de dire, le fait qu'en plus de ça, c'est en bulle, alors que la plupart des sorts qui sont comme ça, en général, il faut être dans l'unité. Là, c'est même pas le cas. Non, c'est ultra patate. On rappelle aussi, on rappelle 2 choses. Un, que on peut avoir plusieurs magiciens avec le même sort, et que dans l'absolu, j'en appelle à Maître Corbac pour ça. Ça veut dire que dans l'absolu, on peut faire des bulles comme ça, parce qu'en fait, on peut avoir ces 2 enchantements, les 2 mêmes enchantements lancés en même temps. Donc c'est juste que la même unité, s'il y a 2 fois le même enchantement, elle ne se cumule pas. Et vous pouvez avoir 2 bulles actives d'éclat du soleil maléfique, tout à fait. Alors, pour le coup, ça ne permettra pas de relancer 2 fois les 1, et ce sera toujours une PA de -1 et ça ne se cumule pas. Mais par contre, ça veut dire que l'intégralité de votre armée sur la table peut avoir cette capacité-là, et c'est ultra fort. Ouais. On y va. C'est passé à 8. Alors ça, il n'y a pas plus emblématique que le Here We Go des orques et gobelins, quel que soit l'univers. Petit enchantement self, encore une fois, ça peut se lancer même si vous êtes engagé au corps à corps. Et pareil, donc les unités qui sont dans la bulle de commandement, qui déclarent une charge, peuvent déclarer à +3 par rapport à la normale et avoir +D3 à leur mouvement de charge, à leur jet de charge. Donc ça se cumule avec le rapide, donc vous allez pouvoir déclarer très 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 loin. C'est très très fort. Il y avait même des compos complètes qui étaient bâties sur ça. Alors même si on est passé de 9 à 8, on avait ça dans la WAG Nomade où en fait vous aviez 2 packs de chevaucheurs de cochons en base en 2000 points qui avaient tous les 2 avant-garde. Et en fait vous aviez le petit chaman qui était un petit peu entre les deux. Tu faisais ton avant-garde, tu étais toujours à portée de commandement et au premier tour ça te mettait des charges dans le visage que tu voyais pas venir. C'était vraiment très très fort. Ils ont calmé ça parce que on a perdu la possibilité de faire un mouvement d'avant-garde et de charger au premier tour, exactement comme la règle éclaireur maintenant. Ce qui fait que ces combos-là sont plus possibles et donc on a tendance à plus les voir sur table, ce qui a fait que la WAG Nomade a reculé un tout petit peu en termes de puissance pour le moment. Bon, comme on a vu, il y a des armées non méta qui font vraiment le boulot, donc et la WAG Nomade est présente en embuscade pour aller mettre pas mal de patates assez rapidement. C'est ce qui fait que pour moi, je l'ai passé, encore une fois, je l'aurais noté à 3 étoiles si on l'avait noté, je pense, il y a 2 ans. Maintenant, je noterai clairement 2 étoiles. Il fait son boulot et on n'a plus les charges T1 super frustrantes de la même manière que les Brotos le faisaient. Le pack de Pegase qui faisait avant-garde et qui chargeait au T1 en termes de frustration, c'était au top du top. Ils l'ont retiré aussi pour les orques et gobelins. C'était un petit peu moins frustrant. C'était marrant d'imaginer les cochons arriver comme des débiles en plein milieu pour aller casser des bouches. Mais bon, au moins, on est dans un jeu qui va dire un petit peu plus sain à ce niveau-là, au niveau de l'Alpha Strike. Je serais assez d'accord avec toi. Je mettrais 2 étoiles parce que augmenter la charge maximale, c'est très bien. Surtout avec des cochons, quand même, mine de rien, qui vont vite. Le D3 fait que c'est un petit peu aléatoire quand même. Oui. Voilà. Et effectivement, ils sont un peu moins, ils font un peu moins peur les packs de cochons qu'en début de version. Donc 2 étoiles, ça me paraît pas mal. Alors ce sort, il est juste génial. Il faut se rappeler, avant c'était la marque d'un pied. Alors on a vu des notamment pour AOS, ils ont sorti un sort comme ça où on peut montrer, c'est comme un pied. Alors c'est un grand gabarit de 5 pouces. Si vous voulez jouer en mode casu avec des mecs hyper fluff, vous pouvez poser le pied
Oui. La marque du pied sur la... Alors, pas votre pied, hein, merci les gars. Mais moi, tu vois, un mec qui me sort ça, je le tolère direct, hein, plutôt que le gabarit. Ah, faut voir la taille, parce que moi, ça m'a toujours perturbé que Gork ait des si petits pieds. Oui. On est sur un dieu orc, je pense qu'il fait au moins du 150. Non, mais je pense que ce que je voulais dire par là, c'est que soit en impression 3D, soit avec le sort d'AOS qui fait un pied là. Si tu fais le marquage, ça peut le faire. En tout cas, en tout cas, c'est un vortex magique à 15 pouces en 8+. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il est facile à lancer, donc facile à dissiper. C'est le défaut des vortex à 8. Mais ouais, on est sur un gros gabarit qui va bouger 2d6 dans une direction aléatoire, qui va toucher les amis comme les ennemis, et qui va leur mettre D3 plus 3 touches force 5 PA-1. Autant vous dire que ça fait des gros trous. Alors on vous le rappelle, les vortex sont moins forts maintenant qu'ils n'en ont été au début du jeu. Il y a eu des gros nerfs par rapport à ça. Pourquoi ? En fait, quand ils terminent leur mouvement sur une unité, avant ils continuaient jusqu'à perpète, un petit peu comme en V8. Désormais, ils vont sortir au plus court. Ça veut dire que c'est un petit peu plus compliqué de les utiliser en offensif très agressif. Maintenant, c'est plus des outils défensifs qui sont très impactants, parce qu'un pied de Gork devant une unité qui a envie de charger, typiquement, vous avez votre pack de gobelins de la nuit qui est prêt à balancer ses fanatiques. Il y a un pied de Gork devant. L'unité va faire terrain dangereux pour vous charger, donc ça veut dire va prendre le plus petit dé sur les trucs, va avoir moins en mouvement s'ils n'ont pas mouvement à couvert, vont prendre des risques de perdre des mecs. Voilà, sur un gros gabarit, ça fait quand même le taf, en plus de se prendre les touches de vortex. Donc autant vous dire que défensivement, c'est fantastique pour en créer une ligne défensive. Après, c'est les vortex. Moi, je le mets à 2. Clairement, il a été très impactant en début quand tu pouvais lancer avec un petit gobelin sur loup, que tu pouvais balancer ton vortex et te barrer après avec les mouvements de réverb, etc., de mouvements de neuf. Ce qui veut dire que l'adversaire, il devait uniquement faire de la fatidique pour t'avoir. Maintenant, s'il a portée de vortex, il peut tenter de dissiper le vortex. Donc voilà, par rapport à ce qu'il a été, le peloton de Gork ou de Mork, pour moi, est descendu à 2 étoiles, mais ça reste un très bon vortex. Oui. Ouais, 2 étoiles. J'hésite entre 2 et 3. Je vais mettre 2 quand même parce que... Alors, je mettrais 3 pour le lore parce que je le trouve trop fun. Il est super bien. Et donc, il y a une petite note grâce au lore. Après, c'est vrai que 2d6 en direction aléatoire, ça peut tellement te revenir dans la tronche. Oui. Parce que c'est bien marqué que ça touche figurine ami. Ami. C'est pas le vortex démental de l'élémentalisme. Donc je dirais qu'il est 3 parce qu'il est super lore et 2 en termes de jeu parce que effectivement même défensivement il est pas évident parce que voilà, ça bouge de 2d6 et c'est une grande galette, donc ça va vite. Ouais. Donc voilà. Alors bon, ça reste un très bon domaine, on rappelle qu'on peut le prendre que si on a les peaux vertes ou si on a un chapeau de sorcier. Exactement, pour un petit tirage, un petit niveau 1, ouais. C'est vraiment un sort qui colle bien à la peau aux orques et gobelins. On peut le prendre quand on est troll aussi, si je me trompe pas. Ouais, en armée troll, on y a accès aussi, ouais. Donc, ouais, excellent domaine qui est... Ouais, j'allais dire qu'il fleure bon les peaux vertes, non, qui sent bien mauvais la peau verte. Donc, ça sent bien mauvais la peau verte. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a perdu ce danse de la guerre de Gork, où tu sais, t'avais Gork qui mettait un coup de panard sur chaque unité. Oh, oui. Je suis content qu'on l'ait pu, celui-là. Oui, c'est clair, cauchemar. On passe aux orques et gobelins, donc avec leur domaine natif, à savoir domaine de Gork et domaine de Mork. Et exactement. On enchaîne par le crasse-tête qui se lance maintenant sur du 9 et qui est un sort d'assaillement. Ouais, tout à fait. On va être sur un bon petit sort d'assaillement. Alors, comment ça fonctionne les domaines de Gork et Mork ? C'est simple, les orques ont accès au domaine de Gork, les gobelins et gobelins de la nuit ont accès au domaine de Mork. Donc en fait, c'est des sorts signatures. Donc vous pouvez échanger un sort que vous avez tiré aléatoirement, soit par le primaire, enfin le sort signature du domaine en question. Donc là, par exemple, de la magie WAG, mais si vous tirez dans l'élémentalisme, c'est pareil, ou par un sort auquel vous avez accès. Le gros changement qu'on a eu au corps à court des facs, au fur et à mesure des facs, pardon, c'est en fait quand vous utilisez un lore familial, un familier de savoir, qui vous permet de choisir vos sorts, vous ne pouvez plus prendre les domaines signatures des figurines. Donc vous pouvez toujours prendre par exemple le sort numéro 1 de la WAG,
qui était le point de Gork ou de Mork, mais vous n'avez plus accès au crasse-tête, au regard de Gork, à la malédiction de Mork ou à l'urticaire ultime. Alors c'est un gros changement, ça fait un nerf aux armées qui avaient des très très bons domaines, mais je pense que c'était nécessaire. Ça permet d'équilibrer un petit peu entre les lores familières et les autres objets cabalistiques, arcadiques, pardon. Bref, le crasse-tête. Le crasse-tête, maintenant, il se lance à 9, sort d'assaillement, comme tu l'as dit. Et ben en fait, tu vas simplement mettre sur une figurine ennemie au combat une touche de force 6, blessure multiple D3 qui ignore les sauvegardes d'armure. Ça déconne pas. Non, clairement. Ça déconne pas. Après, c'est un sort d'assaillement. C'est pas toujours. Alors, l'intérêt des sorts d'assaillement, c'est qu'on peut les lancer à tous les tours de combat, tous les tours dans le round, c'est-à-dire 2 fois par round, potentiellement, si on arrive à rester au contact. Force 6, oui, dégâts multiples. Ça aurait été D3+1, ça aurait été vraiment très très fort, peut-être trop fort. Hein. Oui, je pense que c'est vrai. C'est un bon domaine, pourquoi ? Enfin, c'est un bon sort, pourquoi ? Parce qu'en orc et gobelin, enfin, si vous jouez des chamans orcs, donc ceux qui ont accès au domaine de Gork, vous avez +1 pour caster, ou pour lancer votre sort, si vous êtes dans un pack d'orc de 10 ou plus. Donc si vous voulez jouer dans les classiques packs d'orc noir, clairement, ce petit crasse-tête peut vous faire du bien en disant, voilà, si je me fais choper, je vais avoir... Alors après, quand vous voyez la qualité des sorts dans les domaines qui sont souvent pris, que ce soit les mentalismes, magie de bataille ou même dans la magie WAG, c'est rare d'aller chercher le crasse-tête, mais encore une fois, ça fait partie des possibilités. C'est clairement quelque chose qu'on voit pas si vous jouez votre chaman orc dans un pack d'archer orc, par exemple, qui a une bonne unité pour l'accompagner. Que ça tire des bons pruneaux quand même, hein, les pépères. Hein. Ils sont pas chers pour les tirs force 3 qui balancent à 24 pouces. Donc voilà. Clairement, si vous jouez dans un pack d'archer orc, c'est pas un bon sort. Si vous jouez dans un pack d'orc noir, si vraiment vous n'avez rien tiré ou votre cumul de signatures, etc. Et bien pourquoi pas. Vous me voyez venir. Si c'est situationnel, c'est de la merde. C'est donc 1 étoile. Ah, tu mets 1 étoile ? Ah ouais. C'est long pour dire 1 étoile. Hein. Ah ouais, non, je m'attendais à ce que tu mettes 2 quand même. Je m'attendais à ce que tu mettes 2 parce que comme tu l'as très bien dit, 9+, c'est pas si difficile que ça à lancer quand on est dans un 6 pack. parce que souvent tu vas le lancer à +3, ouais, voire +4. Et ça reste qu'une touche. Donc si ton mec est pas en défi, c'est une touche dans le tas, c'est potentiellement un mort. Ouais. Mais sur un ogre, c'est une force 6, tu fais tu payes pas ton 1 et ton D3. Et tu payes pas ton 1 et tu payes pas 1 ou 2 ou 3 ou 4. Bon, allez, 1 étoile, allez. Mais tu m'accordes qu'il est quand même... il grimpe un peu vers le 2 quand même, il est pas... On est sur une étoile et demie, quoi. Allez, une étoile et demie parce que dans les situations où tu vas le prendre, c'est les situations où tu vas casser à +3. Le regard de Gork. Alors... Projectile magique avec une portée de 5 des 6 pouces, hein, si j'ai pas de conneries. C'est ça. Tu vas tracer une ligne droite à partir du lanceur. Toute figurine amie ou ennemie dont le socle se trouve sur cette ligne se prend une touche de force 5 PA-3. C'est ça. Alors, le sort est aléatoire. C'est un projectile magique, donc faut pas avoir fait de marche forcée. Par contre, l'énorme point fort de ces sorts-là, c'est que même si beaucoup de joueurs disent c'est comme un trait de canon, en pratique, il n'y a rien qui dit que c'est comme un trait de canon ou un trait de baliste ou quoi que ce soit. Donc tu peux tirer, comme c'est écrit, dans les corps à corps, dans des trucs, etc. Pourquoi j'aime ce sort ? Parce que vous lui mettez sur un tapis volant et vous pouvez jouer à Homelander, donc avoir un mec en mode Superman maléfique qui fait des gros... Orklander, hein, j'imagine. Histoire de mettre des gros rayons dans la foule. Je trouve ce sort fantastique. De là à jouer un chaman solitaire sur tapis volant avec le regard de Gork, moi je suis un peu con, je le ferai, mais un mec normal ne le fera pas. Tu lui mettrais combien d'étoiles au final ? Alors, en mode Korvac Orklander, 3 étoiles, un joueur normal le mettrait à 2. Ouais, je le mettrai. Alors, je vais faire le joueur normal et je vais le mettre à 2. Au-delà de ça, on peut. Alors, c'est le genre de sort qui est bien, mais je trouve que Games là manque un petit peu de sérieux. De sérieux, voilà, j'allais dire professionnalisme. De sérieux par rapport à ces sorts-là, il faudrait quand même qu'ils clarifient certaines choses, notamment sur les personnages. Parce que... Comment ça touche ? Est-ce que tu peux taper dans les corps à corps ? Est-ce que ça passe à travers un infranchissable ou pas ?
est-ce que c'est en gros comme un rebond de canon ou pas? Est-ce que si tu mets ta ligne pile entre tes deux socles de trucs, est-ce que tu touches 2 rangs d'un coup? Il y a 1 million de questions posées là-dessus. C'est des sorts qui sont problématiques depuis que Game Workshop met ce genre de sorts. Et ils ont toujours pas résolu, ils ont toujours pas clarifié. Et du coup, toi, un personnage qui est à 3 pouces d'une unité, par exemple, qui est de même type, toi, il est touchable par un regard de Gork? Bah ouais, il n'y a aucune règle, règle malheureusement, il n'y a pas de ciblage. Il n'y a pas les règles comme les canons, les tirs de machines de guerre, où quand ça dévie, il faut que ça arrive pile dessus, etc. En fait, le problème, c'est ce sort-là et le même sort dans le domaine de la dame, des Bretonniens. T'as l'impression qu'ils sont pas là. Game Workshop parle de beaucoup de choses sauf de eux. Donc, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un Anglais qui fasse un top 1 avec 2 mecs qui volent, un mec sur cochon et un mec sur tapis volant qui fassent des regards de Gork en disant ah bah non les mecs, allez tous vous faire foutre, et qui réagissent à ce moment-là. Bon, on a quand même eu, à partir du moment, on a quand même eu un mec qui a fait sortir un sinople des vortex enflammés et qui a gagné un tournoi en Angleterre comme ça, un des plus gros tournois anglais. Il a fallu ça pour qu'il sorte une fac. Donc bon, un jour, je pense qu'ils regarderont un petit peu ce qui se fait ailleurs qu'à 50 km de chez eux. Et on aura peut-être des retours un peu plus sympathiques sur ce genre de sort. Ouais. Le domaine de Mork maintenant, parce que bon, ça va, hein. La malédiction de Mork. La malédiction de Mork, ouais, qui se lance à 18 pouces, 7 plus, donc très facile à lancer pour un maléfice. Ça reste en jeu. Alors c'est le défaut, comme un reste en jeu facile à lancer, c'est facile à dissiper. Tant que le sort reste en jeu, l'unité ennemie doit relancer tout jet de sauvegarde d'armure ayant donné un 6 naturel. Pour moi, c'est un bon sort. Le vrai défaut qu'il a, c'est un petit 6. Au final, t'as quand même beaucoup d'armées qui vont avec la PA que tu peux avoir de partout en orc, les bulles de -1, etc. Le 6, ça va souvent être le truc qui reste quand tu te fais taper dessus. C'est toujours ok, et puis il n'y a rien de plus énervant que de claquer un petit 6 et que le mec il dit tu relances. C'est vrai. Donc voilà, pour moi c'est un bon petit sort qui mérite son 2 parce qu'il est facile à lancer. Mais je vais dire pareil que pour le sort qu'on avait c'était la main de Mork. En fait, le problème c'est que si tu le notes tout seul, il vaut 2. Le problème c'est qu'il est en concurrence avec l'urticaire ultime qu'on va voir jusque là, ce qui fait que fondamentalement tu le prendras jamais. Ouais, c'est ça, c'est le problème. On le voit jamais. Mais moi, je lui mettrais 1 étoile parce que un reste en jeu à 7+, c'est un cauchemar. C'est ça. La concurrence interne, elle est trop élevée pour te permettre de laisser ça. Ouais, et puis, comme a priori, tu lances à ton... Bah oui, c'est sûr. Tu lances à ton tour et... Bon, le mec, tu vas charger... Ouais, si tu charges, ok. Ouais, c'est un préparateur de charge. C'est un préparateur de charge ou un préparateur de phase de tir. Donc, qui a l'avantage de se faire en phase de maléfice. Donc, c'est avant que tu bouges, avant que tu charges, tu sais si l'adversaire il a sa relance ou pas. Après, il y a un monde où ton adversaire il fait que des 5 et même si ton sort reste en jeu, il fait jamais rien, quoi. Donc, voilà. Donc tu le mets à 2, je le mets à 1 et on passe à celui qui de toute façon qui sera pris à la place, à savoir l'urticaire ultime, car pourquoi prendre la malédiction de Mork quand il existe l'urticaire ultime, qui est aussi un maléfice, qui a une partie un peu plus courte, qui se lance sur du 9+, et qui est lui alors un super sort. Bah oui, jusqu'à ton prochain tour. Hein. Donc, ton tour est le tour de l'adversaire. Et bah, l'unité ennemie va prendre moins des 3 en endurance d'initiative jusqu'à un minimum de 1. Bon, c'est pété. Hein. Ouais, ça c'est vraiment pété ça. Qu'est-ce que c'est chiant quand tu joues elfe. Oh là 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 là. Oh, j'ai endurance 1. Oh là là. Quel cauchemar. Ah, mais... Quand le mec il te met... T'as des mecs CC5, tu passes CC2... Et endurance de 1, enfin je veux dire là quand ça commence à accumuler avec le Evilson, le Bad Moon Rising, l'Ulticaire Ultime, enfin les sorts, voilà, quand les chamans gobelins en WAG commencent à bien avoir des bons sorts au début de truc, c'est infernal comme puissance. En tout cas, c'est un 3 étoiles donc pour lui. 3 étoiles et demie même. C'est l'un des sorts qui peut te changer une game. C'est un des meilleurs sorts du jeu. Même sur un monstre qui passe d'endurance 6 à endurance 3, tu vas le faire piétiner sur du 2+ par un monstre adverse, etc. Le malus d'initiative va faire des grosses diffs.
Bon, heureusement, je vais vous dire quelque chose, hein. Heureusement qu'il y a de l'initiative et pas le mouvement, c'est-à-dire qu'il se marche un petit peu sur les mains avec le Bad Moon Rising, qui réduit l'initiative aussi. Bon, alors quand les deux passent, hein, t'as moins 2d3 à ton initiative, hein. Autant dire que c'est très proche de dire frappe en dernier. Mais voilà, heureusement que c'est pas le mouvement, parce que si c'était mouvement endurance et de l'autre côté CC initiative, voilà, enfin t'avais des mouches mortes au combat, quoi. Ah, mais c'est vrai. Et pour le coup, quand tu frappes en dernier et que t'as endurance 1, eh ben, ton espérance ton espérance de vie, elle est courte. Alors, on va passer maintenant à l'arcane journal pour le domaine des trolls. Ouais. Avec le sort signature, gros cerveau, donc sort emblématique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Ouais, gros cerveau, un sort d'enchantement qui se lance assez facilement, 8 plus portée lanceur, c'est un petit sort qui reste en jeu. En fait, tant qu'il reste en jeu, les unités à portée de commandement de cette figurine peuvent relancer tout cesse de stupidité ratée. De plus, une unité dans la portée de commandement de cette figurine, quand ce sort est lancé, qui a loupé son test de stupidité à la sous-phase de début de tour, elle peut immédiatement refaire ce test. Alors, c'était un sort qui était fantastique et qui était totalement constitutif en fait des listes trolls. Complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu lançais ton sort, alors en partant du principe qu'il restait en jeu, au début du tour, en fait, tes unités avaient la relance parce qu'ils étaient à portée du sort, et même celles qui avaient loupé, si tu relançais ton sort en phase d'enchantement, si elles avaient loupé, elles pouvaient le relancer à ce moment-là. Donc autant vous dire que ça te supprimait totalement la stupidité, c'était très très bien. Et on le rappelle, quand le domaine est sorti, un mage stupide pouvait lancer des sorts. C'est ça. Ça veut dire que ça fiabilisait grandement la mégère troll, ce qui était très très bien. Malheureusement, depuis la 1.5, si t'as loupé ton sort de stupidité, si t'es stupide, tu peux plus lancer de sort du tout. Et du coup, gros cerveau, pas tant que ça, hein. On est passé en mode petit cerveau, et l'extrême fiabilité qu'apportait la mégère troll avec ce sort a totalement disparu. Et c'est ce qui fait qu'on voit beaucoup moins de WAC de troll qu'on aurait pu l'imaginer. Et oui, parce que je l'ai vu sur table, hein, bisous Torger. Premier tour, la mégère troll fait son test de stupidité, elle est stupide. Voilà. Donc tout le reste de l'armée, il se passe plus rien, quoi. En fait, tout le monde s'arrête. Enfin, clairement. Exactement ça. C'est un tour à blanc quasiment pour toute l'armée de trolls sur une armée full troll. Alors qu'avant, effectivement, on pouvait quand même, si on avait raté, se dire bon, c'est pas grave, je passe mon sort, ouais. Mon gros cerveau, et du coup, quelque part. C'est un peu comme quand t'as fait un fiasco mais que tu lances le sort quand même, quoi. Tu te dis c'est bon, ça va, c'est moindre mal. Donc je le mettrai à 2 étoiles, moi, parce qu'il est effectivement... Pareil, 2 étoiles. Ouais, en fait, ça vous force à mettre d'autres chamans que d'autres sorciers pour le lancer que votre mégère troll. Et c'est quand même dommage, parce que la mégère troll qui engueule les trolls en leur disant de se sortir les doigts, ça a quand même de la gueule. Clairement. On passe à la bile acide, projectile magique à 18 pas. Il crache loin, lui, hein. C'est un bon flot. Donc un petit gabarit sur le trou central qui va dévier D3 plus 1. Et toutes les figurines qui sont en dessous risquent d'être touchées. Alors comme d'habitude, si vous êtes couvert intégralement ou touché par le trou, vous êtes touché automatiquement. Sinon, c'est du 4+. Et vous prenez une petite force 3 PA-2. C'est une sorte de Doombolt. Voilà, ouais. Voilà. C'est un pilier de flamme. C'est le défaut de pas être en signature. Voilà. C'est un petit pilier de flamme qui dit pas son nom. Toujours intéressant. Je mettrai 2 étoiles. Ouais, c'est 2 étoiles. C'est un projectile magique, tu prends. Voilà, tu le prends. C'est pas catastrophique de l'avoir. Le cerveau de troll. Je savais même pas que ça existait. Ouais, c'est petit, mais ça existe. Hein, là. Un petit maléfice à 15 pouces qui se lance sur du 9 et qui reste en jeu. Encore une fois, reste en jeu, bien, pas bien. Valeur de lancement 9, pour moi, c'est le palier pour qu'un reste en jeu soit intéressant. Absolument. Donc le sort reste en jeu, l'unité émise devient sujette à la règle stupidité et réduit sa caractéristique de commandement de 1. 1 étoile. Ouais, parce que c'est situationnel. Ça va être très fort contre certaines unités, typiquement les bêtes de guerre ou les unités qui ont un faible commandement qui ne peuvent pas utiliser celui du général. Sinon, c'est pas fantastique. On est entre le 1 et le 2, mais je pense que le 1 est mérité. Ouais. Si on considère que effectivement ça peut annihiler une unité adverse,
pendant 1-2 tours. Mm. Mais qu'un niveau de magie, ça vaut entre 25 et 40 points. Plus le fait que si tu prends ça, tu prends pas autre chose, et que c'est un maléfice, donc il faut que t'aies l'arc, il faut que ce soit dans ton arc frontal au départ. Alors certes, on a souvent surtout pour les trolls, des arcs frontaux assez importants, mais enfin, c'est quand même vraiment pas facile. Hein. Celui qui tombe sur 2, ouais. Vigueur vorace. Vigueur vorace, un petit sort de transfert, bien un peu plus sexy celui-là. Valeur de lancement 8+, qui se lance à portée lanceur. Jusqu'à la fin de ce tour, toutes les unités amies qui ont la règle spéciale stupidité et sont à 12 pouces du lanceur gagnent un modificateur de +2 à leur caractéristique de mouvement. Alors ça permet pas de charger, on le rappelle, hein, c'est un sort de transfert, donc c'est après les mouvements de charge. Et ça fait que si vous le lancez, encore une fois avec votre mégère troll, vos trolls qui sont à côté de vous, ils vont avoir mouvement 8, ce qui veut dire qu'ils vont faire 16 pouces de marche forcée au T1. Autant vous dire que ça met une très 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 belle pression. Et le petit truc qui est très très drôle, c'est que si vous mettez typiquement un chapeau de sorcier qui rend une de vos unités stupide, qui lui donne la règle stupidité, ça vous permet d'en profiter, même si vous n'aviez pas la règle de base. Donc voilà, il y a des petits tricks à faire pour avoir des unités qui vont un petit peu plus vite, quelle que soit l'armée. On le rappelle, ce domaine est accessible aux trolls, aux sorciers, dans la WAC de troll, où il y a un objet magique qui permet de le prendre, même si vous jouez une grande armée ou d'autres armées d'infamie, orques et gobelins. Pour moi, c'est un bon sort. Je le mets à 2. Je le mets pas à 3 parce que tu peux pas charger le même tour. Mais ça te permet de prendre un petit peu de vitesse. Le problème, c'est que, attention, tu vas prendre de vitesse, mais tu as toujours ce problème de... tu vas faire 4 pouces de plus, mais si tu loupes ta stupidité avant le prochain tour, ça reste quand même un peu emmerdant. Ah ouais, tu le mériterais presque à 3. Moi, je le mets à 1, moi. Ah, pour moi, c'est très très fort. Plus 4 de mouvement sur toute ton armée en bulle, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que pour un... Enfin... S'il n'est pas dissipé au premier tour, souvent on est un petit peu loin, tu vois, pour pouvoir... c'est un sort de T1. C'est clairement un sort de T1 pour faire du gros 16. Voir mettre tes colonnes, tes trolls en colonne de marche, les mettre si tu les joues par 5, tu fais 2-2-1. Au premier tour, ça te fait 24 pouces de ligne droite. Il faut que l'adversaire te tue au moins un troll, sinon tu le charges... s'il te tue un troll, tu charges au T2. Ah bah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, si... Ouais, ne me tire pas dessus. C'est intéressant. C'est intéressant. Cette idée de dire que si tu tues... Ça m'est déjà arrivé en partie, et c'est vrai qu'il y a un moment, tu bugs un peu, tu dis « Ah, mais si je le tue, lui, il va se mettre... Ah ouais, il va pouvoir charger, alors que si je le touche pas... » quelque part, tu vas... En fait, il a son totem d'immunité. C'est exactement ça. 2 étoiles, allez, tu m'as convaincu. Le tourbillon fétide. Exactement, bisous à l'oncle fétide. Donc, un petit vortex. Pardon, petit vortex magique qui est resté sur sa valeur de lancement initiale, qui se lance à 18 pouces et qui, paradoxalement, a eu sa pénétration d'armure boostée. Donc, c'est quasiment l'un des seuls vortex qui a été boosté depuis que le jeu est sorti. C'est même le seul, si je dis pas de conneries. C'est même le seul. Donc, petit gabarit de 3 pouces qui se déplace seulement des 6 pouces dans une direction aléatoire. Donc ça, c'est le gros défaut. Et les unités qu'elle touche se prennent D3 plus 3 touches, force 4, PA moins 3. C'est un bon vortex. Encore une fois, les orques et gobelins ont un deuxième très bon vortex. Je le mets à 2 parce que ça reste un vortex et on a vu c'est plus simple à dissiper, ça a eu des meilleurs effets, etc., etc. Mais c'est un très très bon vortex. Ouais, c'est un pilier de flamme avec une PA de moins 3. Et c'est pas rien. Donc 2 étoiles, tout comme le pilier de flamme. Le torrent d'immondice, toujours pareil, on est toujours de mieux en mieux chez les trolls. Et là, il se lance maintenant à 7+, c'est un assaillement, et pour le coup, même si c'est que force 3, c'est pas si mal. Ouais, alors, oui et non, on va être dans le même problème que le sort de magie noire. Vous devez placer un gabarit de souffle avec la pointe en combat, la petite pointe en contact avec le bord du socle du lanceur et l'extrémité la plus large sur l'unité avec laquelle il est engagé en combat. Ce qui fait que 9 fois sur 10, c'est implaçable. Toute figurine amie ou ennemie dont le socle est sous le gabarit risque d'être touchée, de se prendre une touche de force 3, PA -2. Et 1 étoile. Je comprends à quoi ça sert, c'est fait pour que la mégère troll qui a des attaques aléatoires, des fois, ça va pas être capable de faire suffisamment de dégâts avant son stomp, donc tu lui mets un petit coup de lance-flamme dans les rangs.
encore une fois, réécrivez ces putains de règles de gabarit de souffle corps à corps, et ce sera bien. Donc pour l'instant, c'est une étoile. Si un jour on peut le placer un petit peu comme on veut, ça sera beau. C'est ça, ce sera mieux. Ce sera 2 et ce sera mieux. Régénération rapide, celui-là est pas mal quand même. Ouais, tout à fait, qui se lance à 8+, portée 12, jusqu'à la fin de votre prochaine sous-phase de début de tour. Donc encore une fois, ça dure ce tour et le tour adverse. L'unité ciblée amigue et les règles inflammables et régénération, 5+. On n'oublie pas, la plupart du temps, on est en magie, en armée d'infamie troll. Et l'armée d'infamie troll, vous pouvez relancer des régénérations ratées si vous êtes frappé par du non magique. Donc typiquement, ça permet des blagues plutôt sympathiques, et même en grande armée, si vous avez un petit chaman qui sort ce sort-là, vous allez être capable de filer une régénération à 5+ à un pack d'orques noirs, et là, c'est très très peu drôle. Ouais, c'est un bon... tu le mets à combien ? 3 étoiles. 3 étoiles. Là, c'est... Une régène à 5 qui se lance à 8, je connais des Bretoniens qui aimeraient faire pareil. Oh non, c'est très très bien. Surtout qu'il ne reste pas en jeu. Surtout qu'il reste. Si pas, tu y es passé. T'as un round de complet, 2 tours de joueurs où tu vas être en régénération à 5. Bon, il y a la partie inflammable. C'est sûr que si toute l'armée en face tape enflammée, lancez pas ce sort. Vous allez juste faire un fiasco, ça va être nul. Mais la plupart, il y a très très peu d'armes d'attaque enflammées, l'air de rien, sur The Old World. Donc profitons-en. Oui, et quand il y a l'option de prendre attaque enflammée ou par des armes ou tout, en général, on la prend pas parce que ça sert à rien, donc ou pas à grand chose. Donc effectivement, on n'en voit pas souvent. Alors, on va maintenant quitter les peaux vertes pour aller vers des dieux sombres, avec les guerriers du chaos. Alors, les guerriers du chaos, on va prendre le temps d'y aller. Hop. Le domaine du chaos. Je suis pas au bon endroit. Si, je suis au bon endroit. En commençant par le vent du chaos. Oui, je m'attendais à ce qu'il y ait un... Mais non, il n'y en a pas. Donc, les domaines du chaos. Et on commence tout de suite avec la marque du chaos universel. Donc, on rappelle que pour pouvoir les avoir, c'est à la place, par exemple, d'un sort classique qu'on a tiré au dé. Et après, il faut avoir la bonne marque pour pouvoir le prendre. Exactement. Donc de base, vous êtes en marque du chaos universel, et si vous avez payé vos marques, vous avez accès aux marques de Slanesh, de Khorne et de Nurgle, qui donnent accès aux primaires pour les sorciers concernés. Bon le premier, Vent du chaos, donc là vous attendez, si vous avez joué à d'autres versions, vous y pleurez Vent du chaos, je me souviens, à 40 000, ça mettait des BM sur 4+, il y a eu des versions, c'était méga fort comme souffle, non, c'est fini. Maintenant, vous êtes juste sur une petite soufflette. C'est une brise. C'est une brise du chaos. C'est une brise du chaos, exactement. Donc, qui se lance à 7+, et qui a une version améliorée à 9. Donc, vous n'avez pas à déclarer, vous lancez les dés. Si vous faites 7 ou plus avec votre bonificateur, 7 ou 8, c'est la petite version. 9 ou plus, c'est la grosse version. 6 ou moins, vous ne l'avez pas lancé. Et ça va faire -1 en mouvement à l'unité ennemie. Et si vous faites 9 ou plus, ça va lui faire -2. Alors c'est un sort que je trouvais pas terrible, mais à force de jouer contre des lignes de nains, notamment la force expéditionnaire, dire à des rangers, mon pote, je te mets mouvement 1, et comme ça quand tu vas t'aligner, il y a les 2 tiers de ton unité qui va dégager, ça fait du bien. Pareil, des fois beaucoup d'armées de bretos qui vont jouer au pouillem sur les charges, etc. Ça vous donne un petit peu de possibilités. C'est un sort que j'utilise dans ma liste Ludner en primaire à la place du Hammerhen sur mon prince démon. Donc ce qui fait que je le mets à 2 étoiles, mais on peut comprendre que vu la tronche des autres primaires, c'est vraiment dans des cas très très précis, et vraiment pour aller chercher du poil de cul et du micro avantage dans des games un peu serrés. Il est bien quand même, parce que la portée de 21 n'est pas négligeable. Le lancement à 7, celui-là il passe quand même assez souvent. Oui. Un petit -1 de mouvement, ça fait toujours un peu chier. Il suffit qu'il y ait un petit terrain d'enjeu qui traîne. Le mec il se trimballe avec son -2 de mouvement, avec une charge, avec le plus petit dé et tutti quanti. Il est pas si mal. Et je suis assez d'accord, au départ, il sonnait pas terrible. Et puis en plus, il est marque du chaos universel. Or, c'est quand même sans doute la meilleure marque du chaos, celle de ne pas avoir de marque du chaos. Globalement, c'est vrai.
La relance des tests de panique et autres, c'est quand même vachement bien. Donc, pour toutes ces raisons-là, je lui mets un 2 étoiles bien... C'est un vrai 2 étoiles, celui-là, je trouve. Marque de Slaanesh. Slaanesh. Un sentiment, ouais. Une malédiction portée 12 pouces. Ça sonne... Lance à 6. Ça commence déjà, mal. Limite, c'est bizarre. Parce qu'en général, les malédictions portée 12, souvent, elles sont très fortes pour impacter le jeu, avoir des gros malus. Et pourquoi se lance à 6 si elle est très forte? Parce qu'elle est nulle. Jusqu'à la fin de 7 phases de combat, l'unité ennemie chope la règle, frappe en dernier. Et vous ne pouvez pas la lancer sur une unité qui est engagée au corps à corps. Quand t'es Slaaneshi, t'aimes bien l'avoir. Enfin bon, bref. Là, on le sent bien le côté Slaanesh, mais côté lanceur. Là, il a intérêt de bien huiler quand même. Parce que il est de bonne taille celui-là. En fait, il n'y a qu'un truc qui va pas, c'est jusqu'à la fin de votre phase de combat. Oui. C'est devrait durer au moins jusqu'au début du prochain tour, quoi. Ou que tu puisses cibler un truc engagé au corps à corps. Oui, bien sûr. Au moins, tu vois, la unité, elle t'a chargé, tu lui mets un petit coup de fouet, ça les ralentit, il y aura un côté... Mais là, clairement... ou alors mettez-le, portez même 24 pouces, on s'en fout, ça sert à rien. C'est un 1 et franchement, il est proche de la nullitude. L'abondance de chair. Abondance de chair. Alors, vous notez, hein, le 6, c'est pour Slaanesh, c'est la valeur de lancement, c'est normal, c'est le chiffre des dieux. 7 pour Nurgle, 9 pour Dzench, pour ça, ils ont respecté. Ça, c'est cool. Donc voilà, au moins c'est facile de s'en retenir. Tu vois. Si tu connais pas ton dieu du chaos, c'est que t'as déconné. Et pourquoi tu joues l'armée si tu connais pas le chiffre des dieux? Donc l'abondance de chair, un petit enchantement porté lanceur. Le caster et son unité, et toute unité qui la rejoint, ont +1, leur caractéristique d'endurance, jusqu'à un maximum de 7. Alors sur le papier, on dit ouais, en 7, mais il n'y a pas le maximum, j'ai rendu 6. Hein. Ouais, mais vous avez l'œil des dieux qui peut vous faire +1 en endurance aussi. Donc c'est pour vous empêcher d'avoir des dragons endurance 8 avec le bonus temporaire de la marque de Nurgle et du truc. Bon, on va pas se mentir, ça là. Point fort, plus en endurance, c'est très 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 impactant. Ça peut vous permettre justement d'avoir une endurance 7 sur un dragon afin d'avoir comment ça s'appelle, histoire d'être immunisé au Viltide. Sur un prince démon, ça sert pas à grand chose parce qu'il a pas une grosse endu. Sur les petites unités en jeu, c'est ok. Clairement, sur les petites unités de ligne comme des élus, des chevaliers du chaos, des choses comme ça, accompagnés par un petit sorcier. Moi, je le trouve pas mal dans ce cas-là. C'est c'est un petit sort qui est bien. L'énorme défaut, c'est que ça reste en jeu. Et votre adversaire, pendant son tour, 7+ pour dissiper, 8+, c'est facile. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est un sort d'endurance, donc on a plutôt envie de l'avoir si on va recevoir une charge, on va pas taper en premier. Il est un peu bancal, mais c'est pas un mauvais sort, je mettrais 2 étoiles quand même. C'est un sort à 2 étoiles, ouais. Il y a souvent, même avec les compos, avec un gros pack de guerriers à qui tu mets plusieurs endurance pendant un tour et que tu fais voler avec la démonologie, ça te permet de mettre une pression énorme sur l'adversaire. Ou pareil sur des packs, des petits packs de maraudeurs en tirailleurs avec les nouveaux bonus où tu peux avoir des bonus d'endurance. Ça te permet d'avoir des packs tirailleurs endurance 5 qui sont très difficiles à aller dégommer. Donc voilà, ça permet plein de choses. C'est un petit 2. C'est pas un 3. Voilà, ça serait pas un reste en jeu. Ça marcherait pour votre tour et le tour suivant. Ça serait clairement un 3. Oui, ce serait même peut-être trop fort. Le feu bleu de Dzench. Alors, le feu bleu de Dzench, et voilà, le classique qui retrouve des attaques enflammées. Donc, magnifique cette version. C'est sur du 9. Projectile magique, 18 pas. Et là... ça déconne pas. D6 plus 3 touches, force 4, PA-2. Bisous la boule de feu. C'est pas mal quand même. C'est méga fort. Pour moi, c'est un 3 étoiles. Oui, c'est un 3 étoiles. Pour l'avoir pris quelques fois dans la tronche, c'est un 3 étoiles. Donc il mérite. En fait, ce sort fait que même si t'as pas d'unité avec une PU de 10 pour accompagner un sorcier de Dzench, tu peux quand même payer à ton sorcier la marque de Dzench pour avoir accès à ce primaire-là qui est vraiment très 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 bien. Et typiquement, un petit sorcier, les petits sorciers Blast qu'on a beaucoup vu, avec l'anneau rubis de ruine, le feu bleu, d'autres avec la boule de feu plus l'objet de sort qui te permet de lancer le primaire de démonologie. Autant vous dire que les listes full blast de Dzench sont encore très 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 efficaces.
et ça te met des rafales comme c'est pas permis. Ouais, très très bon, très très bon. Il n'y aura pas de primaire de cornes, bien sûr. Non. Si vous ne le comprenez pas, vous pouvez taper dans la description primaire de cornes. Ouais. On aurait pu se demander, est-ce qu'ils auraient pas fallu, si ton personnage est de corne, avoir une capacité de prière, comme on a dans d'autres jeux, notamment sur Age of Sigmar. Ah ouais. Ça aurait pu faire être un truc un petit peu sympa, mais bon, ils ont choisi de dire que non, au plus simple. Voilà. Ils sont pas... Voilà, mais c'est très bien. Alors, on a la chance d'avoir un domaine supplémentaire dans le sac du Westerland, avec le domaine des ombres. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, le domaine des terres des ombres, avec le Maelstrom du chaos. Ça sonne patate. Ça se lance sur du 7+, et c'est un projectile magique. Exactement, donc petit gabarit. Force 4 PA-3, et qui va dévier de D3+1. C'est un Doombolt-like. Il va dévier, contrairement au Doombolt. Donc ça, c'est le petit défaut. Mais on a une meilleure PA, on perd un petit peu de portée, mais on se lance qu'à 7. Donc 7, ça veut dire que vous prenez sur un petit sorcier niveau 1, ça se lance sur du 6, donc ça va se lancer très facilement. Les sorciers du chaos ont tendance à suivre un petit peu la meute, donc ils ont tendance à être dans le milieu de table. Donc la portée est pas si gênante. Pour moi, c'est un très bon petit 2 pour un sort emblématique qui balance un blast. Je suis totalement d'accord avec toi. Un peu trop souvent d'ailleurs. Est-ce que c'est la sagesse qui nous frappe désormais, mais ça c'est 2 ans qu'on joue. Au bout d'un moment, l'expérience. C'est ça. L'éclair noir, encore un projectile magique, encore un lancement de 8+, enfin un lancement de 8+, c'est un bon lancement et c'est une portée de 18. Ouais, qui fait 2d6 touches, force 3, PA-1. Donc ce qui est pas énorme, mais si tu prends au moins une blessure non sauvegardée, tu dois faire un test de panique comme si tu avais subi de lourdes pertes, donc plus de 25% de tes effectifs. C'est pas terrible. On va pas se mentir, c'est pas terrible, mais ça permet toujours d'aller chercher des petites unités pas loin, et comme vous allez avoir un petit niveau 1, ça se lance sur du 7, donc quasiment 60% de chance que ça passe. À 18 pouces, c'est ok. Pour aller dégommer des petites unités de cavalerie légère, pour aller défoncer une petite banshee qui s'est mal placée, des choses comme ça, c'est très très bien. Et si en plus vous avez des unités avec un faible commandement ou à proximité d'un bord de table, vous pouvez tenter des petits coups de blague. Bon, au moins, contrairement au sort de magie de bataille qui fait juste un test de panique, là, dans tous les cas, vous mettez les 2d6 touches force 3 PA-1. Donc voilà, c'est toujours mieux. Oui, alors quid des unités immunisées au test de panique pour lourde perte? Le réussissent automatiquement, et contrairement au propre sort de la magie de bataille, la malédiction de Kournis, il n'y a pas de règle qui dit que si tu es immunisé, tu dois céder du terrain sur double test. Donc elles ne seront pas affectées. Yes. 2 étoiles? 2 étoiles. Le voile de pénombre. Voile de pénombre, un petit enchantement porté 15 pouces jusqu'à votre sous-phase de début de tour. L'unité cible amie gagne une invulnérable de 4+. Ouais, contre toute blessure causée par un gabarit. Oh, tasse. Et une invulnérable à 5+, contre toute blessure subie à la phase de tir. C'est pas un mauvais sort. Clairement, c'est pas un mauvais sort. Une invu à 5 contre les tirs, c'est très très cool. Alors, les gabarits, les tirs de catapulte, il y en a quand même très très peu. Alors, les coups de lance-flamme, encore moins. Donc l'invu à 4, vous l'aurez rarement. Mais bon, quand vous l'avez, c'est toujours sympathique. C'est pour moi, grosso modo, le bouclier de chaîne. C'est ça qu'on a en magie de bataille en mieux, parce que tu peux cibler l'unité amie à 15 pouces. Donc ça te laisse quand même une invulnérable à 5. Et en plus, dans le domaine, en KO, on a beaucoup d'outils pour mettre des malus pour toucher au tir, avec les bannières magiques et des choses comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est très très bien. Et en plus, voilà, je peux pas vous dire, vous faire une vidéo sur 2 sur Sword & Baguette pour vous dire que ça pète les couilles de jouer dans une méta gunline, et après vous dire qu'une invulnérable à 5 contre les tirs, c'est pas fort. Donc tu lui mets combien? Moi, je lui mets 3 étoiles dans cette méta. Alors moi, je lui mettrais que 2 étoiles, mais par contre, j'ai une question. Toute blessure subie causée par un gabarit. Ouais. Est-ce que... Me demande pas si les tests de terrain dangereux, quand tu traverses un vortex, sont sauvegardables ou pas. Alors, je te le demande pas. D'accord. Parce que tu as... mais je vais quand même te demander si quand tu traverses un gabarit... Maintenant que tu traverses un vortex, avant c'était les tests de terrain dangereux, ok. Mais maintenant tu traverses... C'est les tests de terrain dangereux et les touches. Donc les terrains dangereux, pour moi, tu n'auras pas ton invu, mais les touches du vortex, tu auras ton... Bon, c'est comme ça que je le vois aussi.
C'est comme ça que je le vois aussi, c'est-à-dire que quand tu traverses l'effet du vortex, tu as ton invulnérable à 4. Tu sais, moi, ce qui me déçoit dans ce sort, non, vas-y, dis-moi. C'est que c'est une invulnérable à 5+, contre toute blessure subie à la phase de tir, ce qui veut dire que tu l'as pas contre les tirs de contre-charge, et ça m'énerve. Ah, ça sent la coquille, la mauvaise écriture lors de l'écriture du sort, c'est pas possible. Ah, oui, je l'avais même pas envisagé comme ça. Mais oui, évidemment, t'as raison. C'est à la phase de tir. Ce qui veut dire que... ouais, c'est... Du coup, c'est un 2 étoiles. Hein. Franchement, si tu lui mets 3... Il y a trop de forces expéditionnaires, de listes de nuls, etc. pour qu'une 1 à 5 contre les tirs sur la cible que tu as envie ne soit pas forte. Et pareil, quand tu vas commencer à affronter, si tu as un dragon du chaos, pouvoir lui mettre une 1 à 4 si l'adversaire joue des catapultes à plongeur de la mort ou des catapultes roi des tombes, qui sont aussi très présentes dans la méta. Ouais, c'est vrai. Clairement, ça fait c'est toujours un très très bon outil. Après, tu as déjà une 1 à 5, donc voilà, c'est... Je le laisse à 3 étoiles dans la méta, mais je pense que dans une méta plus saine, clairement, ça sera un 2 étoiles et encore une 2 étoiles qui brille pas tant que ça, quoi. Alors, ouais, d'autant plus que, comme tu parlais de tir de catapulte sur un dragon ou quoi, en général, il a une invue à 5 native, en fait. C'est ça. Ça améliore d'un point ton invue, ouais, contre les catapultes. Ouais. Alors, le vortex des ténèbres. Vortex 2 ténèbres. Magique qui se lance à 10+, portée 15 pouces. Intérêt à être bon celui-là. Hein. Petit gabarit qui compte comme du terrain difficile uniquement, une dévie de D6 pouces et toutes les figurines amies ou ennemies se prennent 3d6 touches force 2 sans sauvegarde d'armure autorisée. Alors l'effet est très très bien, 3d6 touches force 2, mais putain 10+, bout de D6. Ah. Ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'il est lancé, il va être chiant à dissiper. Le 11, ça veut dire que la plupart des sorciers vont... Enfin, 10+, donc il faut faire 11 avec le bonus, donc la plupart des sorciers vont dissiper sur du 9. Autant vous dire qu'il va rester. Mais, il touche amis et ennemis, hein. Donc pour une armée qui a tendance à être au milieu des armées adverses, aller chercher du corps à corps, à faire de l'overrun pour les double closes, etc. Pour moi, il est compliqué, et c'est ce qui fait que malheureusement, je vais le mettre à 1 étoile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le gabarit, ouais, c'est 1 étoile, ça me paraît cohérent. Ouais, il est pas loin du 2, mais 1 étoile. Dans d'autres armées, clairement dans les armées plus défensives, oui. Ça serait un super vortex. Donc, typiquement, tu mets accès, nul, tu lui donnes ce vortex-là, c'est la fin des temps. Ne prenez pas ce mot. Ah ouais, end times, ça c'est pour le référencement. Ça te fera des vues, ça te fera des clics. Assaillant ténébreux. Exactement, un petit sort d'assaillement qui, contrairement au familier démoniaque, là on comprend à peu près le truc, parce que familier démoniaque, clairement, vous voyez pas un sort d'assaillement. Là, assaillant ténébreux, tu sens les mecs qui te mettent des coups de dague. Donc plutôt sympa, une unité ennemie avec laquelle le lanceur est engagé en combat subit 3d6 touches force 1 sans armure ou régène. Les invulnérables peuvent être tentés normalement. C'est un petit Viltaï de corps à corps. Un petit Viltaï de corps à corps, c'est toujours bien. Ça va vous faire des pertes. 3d6, c'est 10 ennemis, donc vous allez faire 1 de PF dans le pack adverse. C'est un sort d'assaillement qui se lance facilement. Pareil, quand vous allez réussir à toucher un pack de nains, au corps à corps qui a une résistance à la magie de 1, 9, si vous êtes à plus 2 pour le lancer, donc c'est du 7. 7 plus pour le lancer, mettre 3d6 touches force 1, ça peut vous faire des petits trucs sympathiques. Donc non, pour moi, c'est un petit sort d'assaillement sympa, je le mets à 2 étoiles. Ouais, enfin, statistiquement, comme tu l'as très bien dit, tu vas faire un mort. 1 ou 2 morts, ouais. C'est bien, 1 ou 2 morts. Hein. Tu peux aussi faire un fiasco. Ou il fera une grosse galette et ça fera plus de morts. Encore meilleur. Bon, cela dit, je l'ai pris l'autre jour, je l'ai pas vu venir et je l'ai pris en pleine tête l'autre jour, ça m'a surpris. Oui, effectivement, dans une unité d'élite, quand tes bonhommes ils coûtent 20 points pièce, ça picote. On va pas se mentir. Puis contre tout ce qui est endurance, typiquement, quand c'est contre endurance 6, c'est comme si tu tapais à force 4 sans sauvegarde d'armure. Parce que tu blesses de la même manière. Donc, tu vois, avec les pailles contre les trucs un petit peu trop d'endurance, pour moi, c'est toujours sympathique. Alors, attention, à partir d'endurance 7, vous pouvez plus blesser. Allez, 2 étoiles. Comme tu l'as dit. Brume rampante.
Ouais, tout à fait. Un petit sort de transfert bien cool qui se lance sur du 6 ou du 9. Donc, portée lanceur. Donc, ça peut être lancé même si vous êtes engagé au corps à corps. Là, attention, c'est un transfert, c'est pas un enchantement, donc vous pouvez pas le lancer si vous avez chargé. Le sort est lancé avec un résultat de lancement de 6 ou plus. Une unité amie à 6 pouces du lanceur gagne la règle mouvement de réserve. Si le sort était lancé avec une valeur de 9 ou plus, c'est toutes les unités amies à 6 pouces du lanceur qui a une mouvement de réserve. Et ça dure jusqu'à la fin du tour. Bon, ça c'est pas grave, on fait pas de mouvement de réserve pendant le tour adverse. Alors c'est un sort que je trouvais pas ouf, et pour l'avoir vu jouer dans des armées avec beaucoup de maraudeurs ou de choses comme ça, avec beaucoup d'unités open order, ça permet de vraiment profiter du mouvement, pivot et remouvement. Donc non, plutôt pas mal. Je lui mets un petit 2 moi actuellement. Assez marrant, tu vois, parce que alors pour aussi l'avoir subi et par le fait que quand je joue notamment KO, je joue des armées de plus en plus avec des grosses résistances à la magie, et que là, bah du coup, ça n'impacte pas. Ouais, c'est un. Moi, j'ai presque envie de le mettre 3 étoiles. Parce que le mouvement de réserve, c'est vraiment fort. C'est vraiment très bien. Ça va être c'est mieux. Un double move. Ouais. Ça va être mieux pour les unités qui vont faire de la guérilla, c'est-à-dire tu tires, et les unités qui sont en ordre dispersé. Sinon, si vous êtes en ordre serré, globalement, ça change rien par rapport à une marche forcée. Alors, vous allez me dire si, parce que ça te permet de bouger normalement et après de te reformer. C'est ça, la reformation. C'est un truc, mais c'est pas dans des armées full agressives en général, c'est moins intéressant que de simplement de faire une grosse marche forcée sur un tour. Parce que entendons-nous bien, je le mets dans mon unité. Ouais. Je suis en colonne de marche. Ouais. Je fais mon triple move. Je lance mon sort de transfert. J'ai le droit de le lancer là. Tu as le droit de le lancer, mais on peut pas faire mouvement de réserve avec une unité qui a fait une marche forcée. Ah oui, je suis bête. Bah tu gagnes quand même un tour. Ah, ouais, en fait ça va être bien quand tu vas vraiment être au milieu des unités. Soit le plus évident, c'est-à-dire je joue une liste avec beaucoup de tirs magiques, ce qui est possible en KO. Je bouge mon unité, je blast et ensuite je recule. C'est ce que font notamment les Wild Herd avec le gros pack à qui il file mouvement de 12. Donc ils bougent ils font vol 12 et après ils tirent. Enfin, vol 12, le pivot, ils font leur blast et après ils reculent de 6 pouces. Ouais. Et là, c'est intéressant, mais on arrive dans des combos. Non, mais très 2 étoiles, 2 étoiles. Voilà. 2 étoiles, c'est ok. Les chaînes d'obscurité. Ouais, un petit maléfice qui se lance à 8+, portée de 18. Jusqu'à votre prochain phase de début de tour, l'unité subit un malus de -1 à ses caractéristiques de mouvement et de commandement. Donc les deux jusqu'à un minimum de 1 et 2 pour le commandement. C'est ok, c'est pas le 6 où t'es heureux, mais à portée 18 pouces c'est bien, et surtout qu'en KO on a beaucoup de sources de terreur. Donc au final, mettre -1 en commandement à une unité, lui faire 2 ou 3 tests de terreur le même tour, ou gagner un corps à corps, -1 à son commandement de base, plus la terreur, ce qui fait qu'elle testera en général à 8 si elle avait commandement 10 de base, ça augmente grandement vos chances de passer. Donc pour moi c'est un très bon sort, alors je le mets à 2 étoiles, pourquoi pas à 3, parce que tu passes l'unité qui est engagée au corps à corps. Ouais, 2 étoiles, ça me paraît très bien. On passe maintenant. Et surtout, avant, c'est que on voit l'évolution aussi des développeurs par rapport à ça. C'est que dans ceux du bouquin de règles, typiquement en écro, si tu mettais un malus de commandement, l'adversaire pourrait plus utiliser le commandement en général. Et ça, c'est des choses qui ont tendance à disparaître. Quoi ? Pourquoi, d'après toi, d'ailleurs ? Je pense parce que c'est trop fort. D'accord. Ok. D'accord. On passe maintenant à tes chouchous. Oui. Tes chouchous de début de version, tes chouchous de début de version, c'est les Nains-Ducs. Mais tes chouchous quand même encore un peu. Ouais, alors je leur fais beaucoup d'infidélité en ce moment. Je suis plus côté barbu que poilu actuellement. Ça, plus barbu que poilu, d'accord. Donc tu joues beaucoup nains, quoi. Nains et loups de mer, ouais. Alors les domaines... Donc le domaine des bêtes, avec le sort qui traumatise des générations et des générations de joueurs newbies, à savoir le Vilnué. Oh, ça traumatise tout le monde, hein, t'es obligé de faire ton match-up en fonction. Vilnué, la Viltide, qui maintenant se lance à 9+, portée 15 pouces, l'unité subit 5 des 6 touches, force 1, sans sauvegarde d'armure, et tu peux quand même faire régénération et un vu. Globalement, c'est le sort qui a sauvé les hommes bêtes pendant le début de version, parce que c'était ça qui le rendait l'unité, le chaman très fort.
Ça peut faire disparaître des unités de cavaliers mal protégées en un tour, hein, bisous crush. Il y avait énormément de vannes. Pourquoi ? Parce qu'on a le fétiche de l'arbre qui permet de relancer les jets pour blesser, louper. Ce qui fait qu'on passe de 1 chance sur 6 à quasiment 1 chance sur 3 de faire un point de vie. Donc autant vous dire que ça met des rafales incroyables. En moyenne, avec le fétiche, j'allais faire 5 blessures sur une unité. Parce que 5 des 6, hein, la moyenne c'est 3,5. Voilà, vous êtes à 5 à 6 blessures quasiment quoi qu'il arrive. Ça permet de calmer des dragons, ça permet de les traumatiser, ça permet de faire énormément de choses. Et puis voilà, 5 des 6 touches, même force 1, hein, les 6 au bout d'un moment ils vont tomber, hein, même s'il n'y a pas le fétiche. Donc un 3 étoiles et demi, voire même 4 étoiles si on pouvait. Ouais, c'est sans doute un des meilleurs sorts du jeu, hein. Y a pas de... Il fait partie du top 5 des meilleurs sorts du jeu sans problème. Grâce au fétiche, ouais. Clairement grâce au fétiche, parce que ça permet d'avoir une fiabilité incroyable. Alors, sur les 5 des 6. Je vais aller dans ton sens, parce que fétiche ou pas fétiche, il a, comme maintenant les listes sont ouvertes, il a une force de dissuasion qui est absolument terrible. Oui. La question face à un homme bête que tu dois te poser au début de ton tour, c'est où est son chaman. Où est son chaman et combien il bouge par tour. Ouais. En général, c'est la question que tu vas poser au mec tout de suite, quoi. Donc, ouais, 3 étoiles, bien sûr, évidemment. Dégénérescence, ouais, tout à fait. Donc, encore un projectile magique qui se lance sur de 8, lui, il n'a pas été changé, toujours la même portée. L'unité ennemie fait un test de commandement. En cas d'échec, elle prend un nombre de points de vie égal à la différence entre le résultat des dés et le nombre visé. Alors c'est un sort qui est bien, hein, qui est très très bien, parce que quand vous commencez à faire les maths, notamment contre des dragons du chaos, des choses comme ça, qui ont commandement en 8 avec les altés, c'est souvent plus rentable que de balancer un fétiche sans boost. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs. Pareil pour les chercher les petites unités qui ont commandement 5 ou 6. Alors, à un moment, j'avais fait une vidéo où j'avais justement comparé dans les différents cas qu'est-ce qui était le plus fort entre le primaire de démonologie, le vil-nué et la dégénérescence quand vous n'aviez pas de relance sur vos jets pour blesser. Et clairement, il y a pas mal de moments où la dégénérescence est meilleure. Donc, en fait, ça vous permet, pour vos chamans qui n'ont pas le fétiche, de vous poser la question, est-ce que je vais en dégénérescence ? Est-ce que je vais dans le primaire de mon domaine ? Ou est-ce que je vais chercher une vil-nuée, etc. Donc, c'est un outil qui est très, très bien. Et c'est ce qui fait que je le mets en 3 étoiles, non pas parce que le sort est fort, mais parce que vu qu'il est dans le même pool que la ville-nuée, ça vous permet au final d'avoir une très bonne adaptabilité pour les hommes bêtes. Je suis totalement d'accord. Dans n'importe quel domaine, s'il n'y a pas ville-nuée, tu le prends à chaque fois en fait. Oui. Donc 3 étoiles. Le manteau de Grok, ça doit sentir mauvais un peu quand même. En fait, ce qui me perturbe, c'est que le fait que ce soit un manteau. Parce qu'en fait, c'est juste que ton mec va taper très très fort. C'est un petit sort d'enchantement porté lanceur qui se lance à 8, hein, pareil, assez facile à lancer toujours. Plus D6 en force et en attaque. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Jusqu'à un maximum de 10. Par contre, si vous faites un petit 6, vous perdez 1 point de vie à la place. Donc vous n'avez pas de bonus. Ce qui fait qu'en moyenne, vous allez gagner 3 d'attaque et 3 de force. Donc, sur un grand chaman, ça vous fait taper 5 attaques, force 8, avec potentiellement les relances pour toucher, pour blesser sur les as, selon comment vous êtes buildé. C'est très drôle parce qu'en plus, il y a une arme magique, une masse noire, qui permet d'augmenter aussi encore votre force, etc., votre nombre d'attaques. Enfin, vous arrivez à des brutasses comme c'est pas permis. C'est l'équivalent du doppelganger, mais version homme bête. On va pas se mentir. Pour moi, ça reste un 2 étoiles parce qu'à chaque fois que je l'ai vu utiliser, je l'ai vu fumble. Je l'ai vu faire un nombre pourri, faire un vieux 6. Donc, puis en plus, on est dans une méta où il y a beaucoup de linéaires bas, donc gagner des attaques. On préférait gagner des touches. En fait, on préférait que ça fise un des 6 touches de la force du mec plus des 6, tu vois, que son nombre d'attaques. Donc, dans la méta, c'est pas incroyable. Le retour qui est totalement biaisé d'expérience que j'ai, c'est qu'en général, ça foire quasiment tout le temps. Mais bon, c'est pas mauvais sort. Plus des 6 en force et en attaque, ça met des trous, quoi. Non, plus 2 étoiles, un bon 2 étoiles. Et bon, après, le problème, c'est qu'il y en a 2 autres devant. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une erreur, hein, le manteau, c'est peut-être le marteau hein, il aurait dû s'appeler. Mais bon, en tout cas, 2 étoiles. Après, si c'est. Il y a un certain nombre de personnes qui le prendraient si c'était leur primaire de. Un monde où tu pourrais prendre Doppelganger et manteau de Grok, ça serait très très drôle. Non mais bon, voilà, je veux dire,
moi je suis joueur au elfe, j'aurais un sort comme ça en première, je serais content. Écoutez-les. Ah, non, mais nous on est mal aimés, nous on est c'est ça. On est les mal aimés. Haute magie. Je sais pas, je la prends jamais. Je sais pas la jouer. Domaine primordial. Alors, on est dans l'arcane journal des Zombiettes. Ouais. Avec, là encore, un avantage sur les Wolves. Nous, on en a eu qu'un. Vous en avez 2. Enfin, vous On avez. n'a pas d'un vue à 2. Voilà. C'est ça. Donc le domaine primordial dans l'arcane journal des Zombiettes avec ténèbres primordiales, tout est primordial. Exactement, un petit gabarit, alors celui-là je l'adore, je peux pas me plaindre des hauts elfes de la tempête et pas apprécier celui-là, surtout que c'est un sort primaire, donc on est capable de l'avoir 100% du temps. Un petit vortex à 12 pouces, on met un petit gabarit, il ne dévie pas, c'est du terrain dangereux. Et tant qu'elles sont à 6 pouces du gabarit, les unités ennemies ont -1 leur caractéristique de commandement et traitent le terrain dégagé comme du terrain difficile. Parfait pour emmerder les fanatiques et les armées très agressives. C'est ce qui fait que je comprends pas quand j'ai un joueur en bête qui me dit j'ai galéré contre l'orque et gobelin. C'est-à-dire, ton primaire, t'as pris Villeneuve contre l'orque et gobelin. Ouais, ça marche. Ouais. C'est-à-dire que t'as tué 15 gobelins. Je comprends que ça fait match nul. T'as tué 7 gobelins par tour, mais bon, le problème, c'est que t'as pris 3 fanatiques. T'as pris 2 fanatiques dans la gueule, t'as perdu la game. C'était bien. Bon, écoute, 2 étoiles 3 pour moi. 3 pour toi. Ah oui, carrément. 3 étoiles. Enfin, une bulle de terrain dangereuse, plus difficile. Enfin, le vortex en terrain dangereux et la zone autour en difficile, tellement impactant. Surtout sur les listes de blast ou d'embêtes où t'aimes bien contrecharger, t'aimes bien jouer au con avec l'adversaire. Ça permet vraiment de créer des embuscades incroyables. Ouais, ok. Si seulement ils pouvaient bloquer les lignes de vue en plus, mais bon, voilà, on n'est pas aimés, nous. Donc tu le mets à 3 étoiles, je le mets à 2. Je le mets à 2. 3 étoiles. Ouais. Mais je n'ai pas ton expertise, j'avoue, sur les hommes bêtes. L'appel de la forêt, ou le beuglement du matin. Exactement. En fait, on va filer mouvement de réserve à une unité amie dont le type de troupe est infanterie ou cavalerie. Donc, bon petit sort, on va pas se mentir, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il est disponible en objet de sort. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut l'avoir pour 25 points sur quasiment n'importe quel champion. Et donc, c'est très, très, très sexy. On va pas se mentir, le vrai défaut, c'est que c'est un sort de transfert. Donc, ça se lance en phase de mouvement. On aimerait bien l'avoir en enchantement pour pouvoir orienter son dos en fonction. Je vois ce que tu veux dire. Tu le mets en combien d'étoiles ? Le défaut, c'est que c'est infanterie ou cavalerie. Il est accessible dans 2 armées, principalement le chaos, les hommes bêtes en direct et le chaos par l'intermédiaire des chagottes, etc. Il regorge d'unités d'infanterie ou de cavalerie. Je le mets à 2 étoiles. Et clairement, l'objet de sort qui permet de le faire, c'est 3 étoiles. Je suis assez d'accord. Dans les bois crépusculaires, que se passe-t-il dans la cabane au fond du jardin ? Ouais. Il faut bien un mauvais sort dans un domaine. Oui, parce que les autres étaient quand même relativement bons, on va pas se mentir. Les autres sont cool. Celui-là, tu fais ton 2, t'as un petit peu le seum. Donc, un petit sort qui reste en jeu qui se lance à 10, portée 15 pouces, un maléfice. Tant que le sort reste en jeu, l'unité ennemie a peur de toutes les figurines de l'armée du lanceur, à l'exclusion des alliés ou des mercenaires. Les figurines de l'armée du lanceur qui ont déjà réglé peur causent la terreur à la place. Et ça, c'est pas mal. Ouais, t'es un homme bête, hein. Mais oui, c'est bien. Ça fait des Razorgore qui causent la terreur, des choses comme ça. Si le sort est lancé, les effets de tout autre maléfice lancé précédemment sur l'unité ciblée expirent immédiatement. En gros, il faut le lancer en premier, et si vous avez déjà des restes en jeu, des choses comme ça, ça va les dissiper. C'est OK. C'est clairement OK+. On est sur un 2 voire 3 étoiles. Pourquoi je ne le mets pas en vrai 3 étoiles ? Parce qu'il y a beaucoup d'armées vétérans ou d'armées qui sont mises à la psychologie parce qu'elles causent déjà la peur en elles-mêmes ou des choses comme ça. Et la peur en elle-même est quand même très peu impactante. Vous allez avoir, si vous voulez charger une unité qui cause la peur, etc., le potentiel -1 pour être touché, le fait que vous faites qu'un seul test de peur par tour et pas par phase, contrairement au test de panique. Voilà. C'est ce qui fait que c'est un petit peu complexe, et surtout filer la terreur
Des tests multiples de terreur, c'est très très bien, mais ça veut dire qu'il faut lancer le sort sur une unité. Bon, ça reste en jeu, à la limite, c'est surtout pour votre tour, donc si le sort passe, on en profite. Avoir 2 ou 3 Razorgore pour essayer de faire tester l'adversaire suffisamment de fois pour qu'il fuit. Espérons qu'il soit pas vétéran, des choses comme ça. Voilà, pour moi, je le mets à 2 étoiles. Ah ouais, quand même. Malgré tout, voilà, je le mets à 2 étoiles. Pour moi, le reste en jeu, limite, il n'existe pas. D'accord. Mais dans une armée Hombet où tu peux avoir 4 Razorgore si tu joues en match at play, dire à une unité ennemie, tu vas me faire 4 tests de terreur, mon pote, ça commence à parler. Moi, je suis... Ouais, parce que... Bon, je reste sur mon idée qu'aujourd'hui, on peut avoir des armées où il n'y a pas de magicien. C'est possible. Je pense qu'on peut jouer sur la résistance et la magie, et ainsi de suite. Alors, on va pas se mentir, tu as une résistance à la magie, ça veut dire que le sort est pas sur du 12. En mettant en Hombet, tu vas casser à plus 4, voire plus 5. Exactement, j'allais le dire, avec les pierres du hard et ainsi de suite. Ouais. Pour autant, l'armée d'en face, si elle n'a pas de magicien, et qu'elle en prend plusieurs, puisque c'est un reste en jeu, donc elle peut en prendre plusieurs sur des unités différentes, oui, c'est... Oui. Grosso modo, si on n'était pas en Hombet, avec la Wildler, les différents bonus, ça serait clairement un sort à 1 étoile pour moi. Mais comme il y a des combinaisons qui sont très très fortes en Hombet et en KO, justement pour avoir des multiples tests de peur et terreur, etc., pour moi, ça mérite son 2 étoiles. Ok. Malgré la valeur de lancement qui est insupportable. La volée funeste. Oui. Elle est funeste ou pas? C'est un sort d'assaillement. Alors déjà, voler, tu vois, tu t'y mets au tir de volée. Non, on est sur une volée patriarcale, éducative. Donc ça se lance sur du 8. Tu mets un petit gabarit sur l'unité centrale, ça dévie de D3+1. Arrêtez de faire dévier les sorts d'assaillement, putain. Toute figurine ennemie dont le socle se trouve sous la position finale du gabarit, donc que les figurines ennemies, pas les amis, se prend une touche force 3 sans PA. Donc là, tu fais 1, mais blessure multiple 2. Une étoile, c'est rien. Une étoile, voilà. Il n'y a rien qui va, ça dévie, c'est un sort d'assaillement avec un petit gabarit qui dévie, blablabla. Bon. Et puis pas de PA, quoi. Blessure multiple, c'est bien pour saturer les unités contre la régène. Et pas de PA. Non, c'est mauvais. La fureur de la bête. Exactement. Jusqu'à la fin du tour, donc c'est un sort d'enchantement. Le lanceur et toute unité qui la rejoint gagne la règle spéciale combat sur plusieurs rangs. C'est nul. Ouais, c'est un sort qui est sorti dans un journal arcanique. Alors pourquoi c'est nul? Vous dites, ouais, le combat sur plusieurs rangs, c'est bien. Non. Combat sur plusieurs rangs, ça vous fait le bonus de comme quand vous avez des lances. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas charger pour avoir ce buff. Et si vous ne chargez pas avec vos unités en Hombet, les Gorfs, vous avez force 3 déjà. Donc en gros, votre sort pour valeur de lancement 9+, portée utilisateur, ça vous dit que dans le meilleur des cas, vous allez faire 5 attaques force 3, qui vont souvent toucher sur du 4. Donc l'équivalent de 2 touches et demi force 3, qui vont souvent blesser sur du 4. Donc vous êtes sur 1,25 sauvegarde en face de l'adversaire. Vous avez encore une fois plus de chances de faire des dégâts dans les rangs avec le fiasco associé. Absolument, d'autant plus que le lancement est de 9, donc c'est nul, une étoile. Il faut être engagé contre une unité, déjà engagé au corps à corps, vous pouvez le faire, c'est un enchantement pour ses lanceurs, pour le lancer et espérer choper 5. En plus, c'est jusqu'à la fin de ce tour. Si tu pouvais le lancer en mode préventif, genre je lance comme ça, pendant le tour adverse, si le mec me charge, je vais dire n'importe quoi, j'ai des minotaures, comme ça je fais une attaque en plus, mais c'est ignoble. Il n'y a aucun... C'est ignoble. Voilà. C'est nul. Les racines étrangleuses. C'était faqué, maintenant c'est plus sur du 9, mais sur du 8, c'est un projectile magique. Et c'est une portée 4d6. Et exactement comme le côté, comme le regard non, c'est pas le regard de mort, j'ai oublié le nom, la ligne des orques et gobes, tu peux avoir un petit magot, donc ça va faire une ligne de 4d6 pouces depuis le bord du socle. Toute figurine ennemie dont le socle se trouve sous cette ligne se prend D3 touches. Force 3, chacune avec une PA 2. Vous avez bien vu, hein, c'est chaque figurine ennemie qui se prend D3 touches force 3. C'est pas mal ça quand même. Vous touchez 5 figurines, le pack va se prendre 5 D3 touches force 3. Donc vous allez vraiment faire des dégâts de malade. Encore une fois, je veux dire, le problème c'est que c'est tellement mal écrit, et le fait moi qu'ils aient baissé la valeur de lancement,
J'ai l'impression qu'en gros, ils sont contents de la manière dont c'est écrit, quoi. Oui, alors après, non, déjà, c'est pas effectivement des 3 touches force 3. Ça veut dire que dans une unité multiple, c'est pas vous tuez la figurine 1 avec genre vous avez fait 2 touches sur la figurine 1, vous la tuez, et ben la touche qui reste, elle va sur la figurine d'après. Enfin voilà, faut bien c'est les Sur unités. l'unité, ouais, les touches sont réparties dans l'unité, ouais. Donc oui, ça peut faire très très mal. Ça peut faire Même sur un perso, un petit perso qui est à côté d'un pack. Typiquement, une Banshee, elle a pas envie de se prendre des 3 touches force 3, même si la PA-2 change rien. Un pack de chevalier, même d'élite, hein, un pack de prince dragon pris de flanc. Tu vas lui mettre 5 des 3 touches force 3 PA-2. En moyenne, tu vas faire 10 touches. 10 touches, c'est 6 blessures. Il a 6 saves à faire à 4+. Tu tues 3 mecs. Pas beaucoup de sorts qui tuent 3 mecs. Non, c'est un bon sort. Tu lui mets combien ? Est-ce que je peux te le dire, Phil ? Dis-moi. C'est un projectile magique. Ça Oui. se relance avec le fétiche. Oh. Ouais. Je veux dire, la solution anti-Dynamer, c'est un chaman sur tapis volant qui fait écoutez les mecs, on va parler. Laissez-moi me mettre sur votre flanc. T'as une ligne de 10 nains, ouais, pas de bol, j'ai touché les 10. Tu vas prendre 10 des 3 touches force 3, relance des blessures. En plus, c'est un projectile magique où je cible pas, donc ta résistance à la magie, tu te la colles où je pense. Y a rien qui va, laissez pas des trucs aussi forts. Donc 3 étoiles. Des trucs aussi forts mal écrits. 3 étoiles pour toi. Ah bah 3 étoiles et oui. En fait, ce sort justifie le domaine à lui tout seul. D'accord. Ok. Bah tu vois, moi avant que tu me l'expliques, je l'aurais pas senti si fort que ça. Ah mais il faut que ces unités, que ces sorts-là ne puissent plus tirer dans un corps à corps déjà, parce que voilà, et surtout qu'ils clarifient le coup de la ligne, au moins que ça soit un tir de canon, que ça soit limité de en nombre. Ouais. Encore une fois, hein, te mettre ta figue pile entre les deux rangs et dire bah tes figues elles sont en contact socle à socle, du coup je fais de la ligne et je shoot les deux rangs. Ah ça me va pas. Hein. Ça me va pas. Hein. Ah ouais. Bah oui, puisqu'elles sont en contact socle à socle. Ah bah oui, je l'avais pas envisagé comme ça, moi. Ah oui. Et tu tranches comment, toi, ça, en tant qu'arbitre ? Bah actuellement, la règle, elle est comme ça. Donc les figurines sont bien en contact socle à socle les uns avec les autres dans une unité. Il n'y a pas de micro entre les deux. Donc non, tu peux faire des... D'accord. Ouais, je sais. C'est dur à faire accepter. Hein. Quand la première fois que tu le fais à un joueur adverse, il hurle. Hein. Allez, mettez-vous aux colonnes de marche. Ah non. Ils sont par 15 là. Ouais, 5, 5 et 5. Ouais, ça fait 10 des 3 touches, relance des blessures. Ah, ça a l'air pas mal. Ah, fais ça, fonce. Fonce. Alors, sous les frondaisons enténébrées. Ouais. Petit gabarit, grand gabarit, pardon, un petit vortex qui se lance toujours à 10. Ouais, il n'a pas été changé. Tant qu'il est en jeu, le gabarit ne bouge pas et c'est du terrain dangereux à travers lequel aucune ligne de vue ne peut être tracée. Donc c'est déjà l'avantage d'une colonne de cristal. Ouais. Et tant qu'elles sont à 6 pouces du gabarit, les unités ennemies subissent un modificateur de -2 à leur caractéristique de tir, capacité de tir, jusqu'à un minimum de 1. Ouah, c'est pété. En plus, parce que c'est pas fini, toute unité ennemie qui termine son mouvement à 3 pouces du gabarit doit immédiatement faire un test de panique. En cas d'échec, elle fuit directement l'opposé de l'unité ennemie la plus proche, qui elle-même n'est pas en train de fuir. Bref, c'est une colonne de cristal qui réduit la CT avec une fantasmagorie. C'est vraiment fort, hein, pour le coup. Ah, il est fantastique. Et surtout contre le roi des tombes. Le roi des tombes, ouais. Il a aucun modificateur pour toucher. Mais ça, c'est si tu la dégommes, ah bah ça va devenir du 6. Et des beaux chaptis qui ont une énorme colonne devant les yeux, qui va bloquer les lignes de vue et qui vont commencer à toucher sur du 6. Alors là, mon pote, tu vas commencer à être plus compliqué. Super sort qui permet en plus de ça des tricks de jeu qui permettent aux armées hommes-bêtes ouais, super. C'est l'un des... Voilà, c'est avec le Vilnué et le Devolve, ça fait partie des meilleurs sorts pour moi accessibles aux hommes-bêtes. Le Racine étrangleuse, je peux pas le mettre en meilleur sort parce qu'on est tous d'accord que ça devrait pas être joué comme ça. Tu peux pas laisser un truc aussi fort en jouant sur des boulets de canon-like qui touchent 2 figurines par an, qui tirent dans des closes, qui snipe ça n'a pas de sens. Donc on va le sortir de là. On sait que c'est fort actuellement, on espère un changement au niveau de la rédaction des règles. Mais là, les frondaisons enténébrées, le Vildel, etc., ça vous permet des solutions contre les Gunline qui sont incroyables. Ouais.
Exact. Alors, on va quand même noter que les zombettes, actuellement, dans The Old World, c'est... Top méta. Ah ouais, c'est... Bah, je sais pas si c'est top méta, mais en tout cas, en ce qui concerne, en ce qui concerne la magie, ça fait partie des meilleurs... des meilleures possibilités du jeu avec du fun et avec... Alors, du fun, pas quand tu prends Racine étrangleuse ou Villeneuve à tous les tours, mais du fun quand c'est toi qui joues. C'est ça que je veux dire. Gorelander, je veux dire, tu mets un homme bête en... C'est ça. La série The Boys m'a trop influencé, maintenant je dois rien entendre, hein. C'est forcément positif. Les hommes bêtes. Et maintenant, on passe au Roi des Tombes. 159. Ça, c'est la page. Les Rois des Tombes, donc avec le domaine de Neikara. Exactement, un domaine qui est très 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 fort, on va pas se mentir, c'est les seuls qu'on a entendu gueuler depuis leur Khemri natal quand il y a eu le nerf du lore familiar. Parce que clairement, ils aimaient bien choisir leur sort en élémentalisme ou en illusion et aller chercher leur primaire quand même dans leur domaine. Donc le premier, le Jaff, donc les lames maudites, donc ça sent sur du 7, autant vous dire que c'est plutôt flex. Toutes les unités à portée du lanceur, encore une fois, portée lanceur, donc il peut le lancer même si lui est engagé au corps à corps, vont relancer les 1 pour toucher au tir, vont les relancer les 1 pour toucher tout court, pardon. Tir Donc comme au corps tir. à corps. Donc souvent sur du tir, mais ça va jouer aussi sur le close. On voit notamment quand vous chargez une cohorte Roi des Tombes avec full boost ou des gros packs de garde des tombes, qui relancent les as pour toucher, qui vont avoir plus des bonus de CC de malade, etc. Là, vous le sentez bien passer, la petite relance. C'est très très fort. C'est juste très très fort. Ça se lance sur du 7 pour une bulle de relance des as. 3 étoiles. Pardon, excusez-moi, 3 étoiles. Ouais, 3 étoiles. L'incantation du vent du désert de Xar. Exactement, le Xar. De Xar. 2 valeurs de lancement, 6 et 10. Encore une fois, portée lanceur. Si le sort est lancé avec une valeur de 6 ou plus, donc 6, 7, 8, 9, une seule unité amie qui a la règle mort-vivant de Neikera qui se trouve à portée de commandement du lanceur gagne la règle spéciale mouvement de réserve. Si le sort est lancé avec un résultat de 10 ou plus, chaque unité amie qui a la règle mort-vivant de Neikera qui se trouve à portée de commandement du lanceur gagne la règle spéciale mouvement de réserve. Et ce sort dure jusqu'à la fin du tour. Pareil, les bulles de mouvement de réserve, c'est incroyable en mort-vivant. Parce que ça permet pas mal de vannes. Si vous jouez qu'un seul pack, vous avez un sorcier niveau 1, vous allez lancer sur du 5, voire du 4 si vous êtes à portée d'arche. Donc autant vous dire que c'est très très stable à lancer. Si vous avez les bulles, etc., c'est très très fort. Alors il y a une question qui arrive à chaque fois. Autant, quand vous lancez sur une petite valeur, l'unité qui est à portée, qui est mouvement de réserve, ça, il n'y a pas de souci. Le souci qu'on a, c'est quand vous faites la grande valeur, vous avez 2 lectures. Vous vous dites, c'est une aura, c'est-à-dire que tous les mecs qui sont à portée de mon mago au moment de faire le mouvement de réserve pourront le faire. Et d'autres qui disent, non, c'est le moment où vous déclarez le truc, c'est celles qui sont à portée quand vous déclarez le sort qui sont affectées. Je comprends les 2 lectures. Pour moi, c'est une aura. C'est bien dit, voilà, c'est un dé de lancement de 10 ou plus. Chaque unité amie qui a la règle mouvement de réserve et qui se trouve à portée de commandement du lanceur, qui a la règle spéciale mouvement de réserve. Donc en gros, ça fait que tu vas, selon les mouvements et selon ce que tu vas faire pendant ta phase de mouvement, tu auras des unités qui y seront ou pas. C'est pas uniquement à déclarer au moment de ton lancer le sort. D'autres le voient différemment, je l'entends totalement. Oui, ouais. Franchement, c'est très difficile à trancher. Parce que Games Workshop, là encore, alors que c'est quand même un sort qui est sorti il y a 2 ans, ne nous a pas donné les informations par rapport à ça. Et ça, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même un sort qu'on voit pas mal sur les tables. Et c'est source de friction, certes. J'invite d'ailleurs les joueurs qui jouent ça à tout de suite se mettre d'accord avant la partie. Les duos ont des avantages, hein. Le déclarer au début, ça te permet de s'exposer beaucoup plus. Voilà. Il y en a un qui va encourager les joueurs qui s'exposent, c'est-à-dire dans les armées vont se barrer un petit peu de tous les côtés avec des scorpions, des choses comme ça, etc. Les autres vont avantager le gameplay gunline. Bon, ce qui est énervant, c'est que si ton joue pas 3 des tombes, il te dit ouais non mais je joue gunline, je joue de telle manière, et puis la partie suivante, il dit non mais
finalement, j'ai demandé à tel mec, il m'a dit que ça jouait pas comme ça. Et là, quand il joue gameplay explosé, il commence à changer les trucs. Bon, là, t'as le droit de lui mettre une béquille. Mais. Mais qui fait ça? Béquille éducative. Ah, béquille patriarcale et éducative. Mais et qui voilà, fait ça? mettez-vous d'accord. Et surtout, encore une fois, demandez aux orgas avant d'aller en tournoi pour savoir comment ça sera joué. Yes, tout à fait. C'est un. Combien d'étoiles pour toi? Oh, 3 étoiles. 3 étoiles, hein. Ouais. C'est. Incantation de dessiccation du sept. Exactement. Donc, un petit maléfice qui lui a été réduit. Il est passé de 10 à 9. Et jusqu'à la fin de ce tour, l'unité ennemie subit un modificateur de -1 en force et en endurance. Et ça peut et si le sort est lancé, donc les maléfices précédemment lancés sur l'unité sont dissipés immédiatement. Alors, c'est un très bon sort, surtout quand tu joues Gun 9, on va pas se mentir, retirer un petit point d'endurance à l'adversaire. Et quand tu vas charger un pack, tu mets de -1 en force et en endu, clairement, il va le sentir passer, notamment si tu balances des chars dessus. On rappelle, les chars relais tombent, le défaut, c'est que c'est force 4. Ah, si tu passes le mec d'endurance 3, endurance 2, tu vas blesser sur du 2 avec tes touches d'impact. Et là, clairement, le mec va se faire moissonner lié. Qu'est-ce qui fait que c'est pas un 3 étoiles pour moi? Bah, les deux d'avant. Les deux d'avant sont tellement forts. Je veux dire, ce sort dans n'importe quel domaine serait un 3 étoiles. À 9, tu pourrais te poser des questions, mais tu feras en sorte de le lancer. Parce que réduire l'endurance et la force en même temps, c'est fort. Au moins, c'est que pendant le tour adverse, c'est que pendant ton tour, c'est pas pendant le tour adverse. Donc, ce qui fait que tu vas le dessicater que pendant un tour, pas pendant 2. C'est ce qui fait que pour moi, il reste à 2. Mais qu'est-ce que c'est fort! Alors, moi, c'est amusant parce que je l'ai vu dans un 2v2, dans un combat droit des tombes. Il y en avait un qui l'avait, l'autre qui l'avait pas. Et ben, celui qui l'avait, c'est celui qui l'a remporté. Ah bah oui. Parce que c'était vraiment des listes assez miroirs avec le gros pack de garde des cryptes, enfin de garde des tombes, enfin vraiment quoi. Et ils sont rentrés dedans, boum, ça a fait boum. Et là tu te dis bon, ça a pas beaucoup bougé, tu vois. Et en fait, il l'a grignoté quoi. À un moment, parce que à chaque fois, les tours où il pouvait passer -1 en force et moins en force et moins en endurance, en fait, c'est vraiment très très fort. Donc, oui, 2 étoiles parce que comparé aux autres, mais paradoxalement, il passe vite à 3 étoiles, comme tu l'as très bien dit, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est la démultiplication des sorciers. Tu vas souvent avoir en roi des tombes un gros niveau 4 avec un lore familiar. Tu vas souvent avoir un porteur de grande bannière. Donc, tu n'as déjà que l'un des deux. Donc, il faut déjà aller sur 3 sorciers, 2 petits pour avoir tes deux primaires si tu joues le lore familiar. L'air de rien, ça rend les choses des fois un petit peu compliquées et c'est ce qui fait qu'on voit très rarement une dessiccation. Déjà le chinois, je ne suis pas à l'aise, alors l'égyptien.